When it comes to towing, seeing is believing. That's why Chevy Truck's advanced camera technology offers up to 8 available cameras for 14 unique views, so you can focus on the view that really matters. Chevrolet, together let's drive. Learn more about Chevy Trucks at Chevy.com. Safety or driver assistance features are no substitute for the driver's responsibility to operate the vehicle in a safe manner. Read the Vehicle Owner's Manual for important feature limitations and information. Ouais, fait que on ça. Va rabooter ça, c'est 2 animateurs, 21 questions, Q&A, Appalachian Trail. C'est ça. Donc, hey, what's up? Bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, moi, c'est Alex et vous venez d'entendre Catherine. Donc, on va partir ça tout de suite. Catherine, t'es encore sur l'Appalachian Trail. En fait, ça va être ça constamment pendant les prochains mois. Oui, toujours survivante de l'Appalachian Trail. Je suis rendue au kilomètre 320 km à peu près, là. Puis, ouais, c'est bien. J'ai pris une journée de repos avant hier. C'était cool. Hier, grosse journée. On a fait... j'ai fait des petits sommets extra parce que je suis sur la quête d'atteindre les sommets des 115 montagnes de 4000 pieds dans le nord-est des États-Unis. Donc là, je suis rendue à 77 avec la grosse journée d'hier. On a réussi à en faire... j'ai réussi à en faire 3. Il y en a une qui était pas sur la trail. La grosse journée hier. Puis aujourd'hui, ben, on est quelques randonneurs à avoir pris refuge là dans le cabanon des patrouilleurs de ski au sommet du mont Sugarloaf. Fait que c'est en direct du cabanon des patrouilleurs de ski, que je remercie d'ailleurs, au sommet du mont Sugarloaf, où il pleut à l'horizontale, puis il y avait du tonnerre ce matin. Donc, je me suis réfugiée ici, puis je trouvais que c'était une belle occasion là, d'enregistrer un épisode pendant que je peux pas bouger d'ici. On partagera ça, là. Tu t'as pris une photo un peu de ton setup, là. C'est quand même assez drôle. Ben écoute, au moins, on a de l'électricité, on a du réseau cellulaire, puis je peux faire sécher mes bottes sur le chauffage. C'est parfait. Puis, dans le fond, tu prenais une journée off, puis demain, parce que ça a l'air d'être dans la pluie toute la semaine, en gros. Là. Ouais, ben écoute, je vais falloir que je sorte d'ici à un moment donné, mais ça devrait se clairer vers midi. Fait que je vais faire une petite journée, une demi-journée aujourd'hui, puis demain, j'attaque d'autres gros sommets du Maine. Ouais, ça, parce que c'est important de dire qu'on veut pas se ramasser au sommet quand il y a des orages ou des trucs comme ça. Là. Ça peut non, être, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais il y a un abri fermé, donc on savait dans quoi on s'embarquait. Ah, ben, c'est ça. S'il y a un abri, ça change toute la game. Ouais. Fait que cool. Ben, je pense pas qu'on n'aura pas à élaborer trop sur toi en ce moment, vu que l'émission après ça est consacrée spécialement à comme l'Appalachian Trail. Fait que je pense que tu vas revenir sur plein de choses par rapport à ça. Ouais, mais toi, de ton côté, tu reviens pas d'un trip dans l'Ouest? Ouais, je suis un peu fatigué en ce moment. Là, je suis sur le café parce que vous voyagez pendant une fin de semaine. C'est un trip d'une fin de semaine, là, donc c'est avion in, out. Fait que c'était pas beaucoup de sommeil avec le backpacking trip en plus. Là, fait que je suis sur le café pour essayer de compenser. Mais oui, ça, je reviens des Rocheuses. Ça a commencé mal en plus. Là, j'étais à l'aéroport, le vol a été reporté de comme 4 heures, un bruit de moteur. Donc, j'étais arrivé comme à genre 2 heures du matin à Calgary. Mon ami est venu me chercher, puis le lendemain, on se levait tôt pour partir sur la trail. Fait que ça, j'ai un peu un lac de sommeil en ce moment. Mais la trail, c'était très cool. C'est le but principal, c'était le lac Carnarvon Lake, quelque chose de même. C'est pas que j'ai massacré le nom. Donc, c'est un lac en altitude, entouré de montagnes. Fait que ça, c'était notre campement qu'on voulait atteindre. L'allée était quand même bien. Dans le fond, il y a une allée facile pour le lac, mais le monde commence à me connaître un peu. J'aime pas trop la version facile des choses. Donc, on a pris un détour par les montagnes, par un ridge, un sommet, puis après ça, du scramble à descendre, toutes les roches qui déboulent en dessous de tes pieds et tout ça, pour se rendre ensuite jusqu'au lac. Mais ce bout-là a quand même bien été. C'était comme 22 km environ. C'était quand même assez bien. Le lendemain, par contre, on aurait pu revenir, comme je dis, par le chemin facile, mais on a décidé de revenir par le backcountry, donc par la forêt, les montagnes, où est-ce qu'il y avait il y avait aucun sentier, ou presque.
Comme à la fin, on a fini par tomber sur le sentier du GDT. Ouais, fait qu'on, là-dessus, ça allait bien. Le sentier était bien marqué. Mais de se rendre jusqu'au lac, à partir du lac jusqu'à ça, c'était complètement dans la forêt, aucune trail, les roches pis ça. Fait que c'était des branches. Il y a un bout, c'était 3 km de branches que t'avances, puis les branches te repoussent par en arrière tellement que c'était comme épais comme forêt. Après ça, tu arrives sur comme les grosses roches comme qui bougent un peu, mais comme après le bout de forêt, ça semblait comme être le paradis. Genre. Puis après ça, tu sais, là, on arrive, il y avait une vallée, puis on était comme, oh man, on va encore se retrouver dans la forêt, puis là, on voyait qu'il y avait un gros canyon. Fait qu'on était comme, ok, il faut trouver comment traverser ça. En fin de compte, on a fini par tomber sur une trail faite sûrement par des chèvres ou quelque chose de même. Fait que tu sais, on a réussi à se faufiler dans la forêt en suivant une trail d'animaux. Fait que tu sais, c'était tout comme du étape par étape. On essaye de figurer en regardant les maps, en suivant comme les montagnes, puis en regardant, mettons, quand t'es un peu en haut d'une vallée, en regardant dans la vallée, ok, ça a l'air de passer par là. Fait que c'était très cool. C'est vraiment pas un trip que je conseille à tout le monde parce que c'est très sauvage. Faut que tu sois capable de lire les maps, sois capable de t'orienter dans absolument rien, là, avec les montagnes, comme je dis, les rivières et tout ça. Mais à la fin, c'était très épique comme aventure. Là, puis j'ai vraiment hâte de sortir ce petit film-là, là, parce que je pense que ça sort un peu de l'ordinaire de ce que le monde font habituellement. Là. Excellent. Puis une fois que vous avez trouvé la GDT au bout du voyage, est-ce que ce sentier-là était bien indiqué? Oui, ben, en fait, c'est zéro indiqué comme, mettons, comme qu'on peut voir dans les Adirondack au Québec, tu sais, qu'il y a des pancartes vraiment bien marquées. Là. Non, c'est pas balisé, c'est juste, tu vois qu'il y a une trail à terre, mais il y a pas vraiment d'indication. De temps en temps, il y a un petit marqueur comme qui va dire que tu es encore sur GDT, mais c'est très peu balisé, effectivement. Là. Même rendu sur GDT, on a fini par perdre un moment donné comme le sentier brièvement. Tu arrives sur un cap de roche, puis là, comme t'es plus trop sûr quel cap de roche et de quel bord faut que t'ailles dans la forêt par rapport au cap de roche, puis ça a fait qu'on a été comme sur le mauvais bord pendant, mettons, 100 mètres, puis en fin de compte, on a fini par piquer au travers de la forêt pour tomber sur la trail. Là. Fait que, mais tu sais, c'est quand même... Ça, par rapport à ce qu'on avait fait plus tôt dans la journée, c'était le paradis, là. Ouais, c'était bien dégagé, au moins. Ouais, c'est ça, exact. Puis après ça, on a fini sur l'autoroute, puis le but, c'était de faire du pouce pour venir, parce que c'est une traverse, c'est pas une loop. Donc, le but, c'était de faire du pouce pour venir jusqu'à la voiture. Mais le bout dans la forêt, dans la forêt sauvage, était tellement... dense, puis on avançait tellement pas vite à ce bout-là qu'on a fini vraiment plus tard que prévu. Puis il faut savoir qu'on a fini, dans le fond, le dimanche soir. Donc, il y avait presque plus d'auto sur l'autoroute. Donc, on n'a juste pas été capable d'arrêter un auto pour faire du pouce pour se rendre jusqu'à notre voiture. Fait qu'il a fallu qu'on marche 8 km sur le bord de l'autoroute pour retourner à notre voiture. C'était comme le clou qui nous a juste achevé à la fin à la fin de la trail. Ça achève en fait, je pense que c'était batteries. pire que tout le reste. Oh, ouais, c'est ça. Fait que ça se résume pas mal à ça pour ma fin de semaine. Là. Comme je dis, j'ai vraiment hâte de présenter ça. Si vous voulez voir, j'ai des photos sur mon Facebook si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, là, puis quelques extraits vidéo comme je dis, de la forêt puis de ces trucs-là. Là. Wow. Intense. Ouais, mais c'était très cool. Fait qu'on peut tout de suite embarquer dans le rough du sujet. Comme on a dit, c'est un Q&A qu'on fait spécial sur le Sentier des Appalaches que Catherine est en train de faire. On a reçu plusieurs questions. On a fait un tri un peu parce qu'il y en avait qui se répétaient un peu. Fait que on a juste trié pour que pas se répéter au travers ça. Fait que t'es prête, Kat? Yes! OK. Donc, première question qui vient de Valérie. T'as fait le Pacific Crest Trail qui est tellement magnifique. Avais-tu peur de trouver l'Appalachian Trail un peu boring, si on veut,
en anglais. Un peu plus plate que Ouais. l'Appalachian Trail. Ben, c'est sûr que oui, en termes de topographie, du sentier même, c'est un peu plus plate, mais c'est pas du tout la même chose. Puis je savais aussi à quoi m'attendre pour l'Appalachian Trail. Je connaissais le type de paysage parce que c'est là que j'avais commencé à randonner, là. L'Appalachian Trail, c'est un peu plus ma maison. Ben, j'ai pas peur de trouver ça plate parce que je me sens vraiment plus dans mon élément que la PCT. Puis je sais à l'avance là, que je peux pas comparer les paysages des deux sentiers. Là, c'est vraiment deux mondes à part. Là. Sur la Pacific Crest Trail, on est souvent à découvert sur des crêtes. C'est un paysage qui est vraiment époustouflant. L'Appalachian Trail, c'est plus une expérience en forêt, donc beaucoup de ce qu'on appelle le tunnel vert, là, le Green Tunnel. Fait que c'est pas du tout la même game, puis le terrain est assez différent. Là. Fait que non, j'ai pas peur de m'ennuyer. Ça me tient assez occupé. Parfait. Et puis en plus, tu réponds comme juste avec ça, comme je dis, on a vraiment essayé de rassembler beaucoup de questions en même temps. Fait que tu sais, ça répond à beaucoup de questions qu'il y avait là. Tu sais, il y avait Valérie qui a posé ça, mais il y avait Pascal aussi qui demandait aussi comme les comparaisons. Il y avait Patty qui demandait aussi la différence entre le AT et le Pacity. Fait que c'est comme je dis, si on n'a pas dit votre question, c'est parce qu'ils se répondent comme un peu tout au travers. Ouais, exactement. Tu parlais des différences, c'est intéressant parce que les différences majeures là, entre l'Appalachian Trail puis la PCT, ben ça, je peux en parler un peu. Là, c'est une différence majeure, ben, c'est surtout le type de terrain, le sentier en tant que tel. Là. Sur la PCT, il était quand même très doux, très bien gradé. Il y avait des longs lacets là, pour grimper dans les montagnes. Fait que c'était jamais très abrupt. L'Appalachian Trail, c'est quand tu vois un sommet, ben tu sais que tu vas monter straight up. C'est direct jusqu'en haut, dans des roches, des racines. Fait que c'est pas du tout la même qualité de sentier. C'est très différent, c'est plus rustique, mettons. L'autre chose aussi sur l'Appalachian Trail, oui, le terrain est plus difficile, la météo est plus difficile parce qu'il pleut comme vraiment beaucoup. On dit souvent, il y a une phrase qui se répète tout le temps là, qui est no rain, no pain, no Maine. Donc pas de pluie, pas de douleur, pas le Maine, c'est l'état du Maine. Là. Le Maine n'existe pas s'il y a pas de pluie puis il y a pas de douleur. Donc c'est une phrase qui est répétée souvent ici. Puis l'autre chose aussi, c'est que l'Appalachian Trail est équipée à cause de la météo, est équipée de beaucoup d'abris qu'on appelle des lean-to, des abris de trois côtés. Il y en a à toutes les 8 miles ou 10 miles à peu près. Il y en a très souvent. Fait qu'il y a vraiment moyen de s'abriter des intempéries plus souvent. Puis il y a beaucoup plus d'auberges de jeunesse, d'auberges de randonneurs en chemin que sur la PCT. La PCT, il y a zéro lean-to. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de... Les chalets ou comment je pourrais appeler ça, les refuges sont extrêmement rares. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 sur l'entièreté du sentier. Puis il n'y a pas non plus les systèmes d'auberges de randonneurs autant que sur l'Appalachian Trail. Il y en a quelques-uns, mais c'est pour ça que l'hébergement est beaucoup plus cher là, sur la PCT. Ben, remarque qu'il peut être cher sur l'Appalachian Trail parce qu'il y en a beaucoup, fait qu'on s'arrête plus souvent. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense que le AT passe beaucoup plus proche de la civilisation que le Pacific Crest Trail. Ouais, on est beaucoup moins reculé, là, excepté pour le 100 Mile Wilderness, là, le premier ou le dernier, tout dépendant par où on commence. Là. C'est la seule portion plus sauvage, à mesure 160 km, mais tout le reste du temps, là, il y a des villes pas mal souvent. Là. Parfait. On va tout de suite passer à d'autres questions parce que on n'ira pas trop en profondeur parce qu'il y a d'autres questions qui vont approfondir ensuite de ça super. Le sujet. Donc, Fred demandait pourquoi Sobo plutôt que Nobo, puis avantages, inconvénients. Donc, on peut rappeler c'est quoi le Sobo-Nobo. Donc, Sobo qui est de nord en sud et Nobo qui est de sud vers le nord, right? Exactement. Donc, avantages, inconvénients de ça et pourquoi? Ben, j'ai choisi de le faire Sobo. Premièrement, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de deadline. On n'a pas il y a rien qui va fermer en avant de nous à la fin de la saison, contrairement à ceux qui font Nobo. Ceux qui vont vers le nord doivent s'assurer d'arriver à temps à Baxter State Park, où se trouve le Mont Katahdin, avant la fermeture des sentiers. Parce que les sentiers ferment, puis ça varie d'une année à l'autre, là, souvent début octobre. Fait qu'en allant vers le sud, il n'y a pas ce compte à rebours là. On n'a pas de limite de temps pour la faire. Fait que premier avantage là, de le faire Sobo. Autre avantage, c'est plus tranquille. Ben, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Là. Il y en a qui préfèrent le côté social, donc ils vont choisir de le faire en Nobo, là, du sud vers le nord, pour avoir plus de gens autour, camper
en communauté. Tu sais, c'est vraiment un trail de party, là, si on veut, si on la fait en no-bo, là, surtout pour ceux qui partent en avril, fin mars, début avril. Sobo, c'est beaucoup plus tranquille, fait qu'on va pouvoir camper. Tu vois, j'ai campé une fois à date seule, ce qui est pas beaucoup sur 20 jours, là, mais j'ai quand même réussi à camper seule une fois, alors que Nobo, ce serait probablement impossible. Fait qu'il y a beaucoup moins de monde sur le sentier, c'est plus contemplatif. Puis personnellement, je trouve que j'ai une meilleure plage météo que les Nobo, parce que les Nobo vont commencer dans le sud alors qu'il y a encore de la neige dans les Smokies. Mm-hmm. Puis même ils arrivent ici en même temps que moi que je démarre. Donc ils peuvent aussi avoir de la mauvaise météo s'ils arrivent plus tard, s'ils arrivent plus tard dans le nord ou plus tôt en tout cas. Fait que côté météo, je trouve que faire le sud à l'automne, il va faire moins chaud aussi. Je vais peut-être éviter les canicules là, en Virginie, puis au Tennessee, puis en Caroline du Nord. Fait que côté météo, c'est personnel, mais je préfère le faire en version Sobo. Puis le fait qu'il n'y a pas de deadline aussi, fait que c'est plus relax. Puis pour pas faire partie du problème. Là. Comme je disais, Nobo, il y a énormément de gens qui le font. Nobo, c'est vraiment le plus populaire. Ça devient un problème. Ils n'ont pas encore mis de permis, ils n'ont pas encore instauré de permis. Mais je pense que la meilleure façon pour éviter qu'ils instaurent un permis, c'est justement de choisir de le faire dans un itinéraire qui est moins commun pour éviter l'achalandage. Ouais, ça, de disperser un peu le monde sur la trail, là, c'est une bonne idée. Ouais. Parfait. Donc, il y avait Al qui demandait, puis t'as un peu répondu à ça pendant l'intro, mais on peut approfondir un peu. Puriste ou pas? Puis là, dans le fond, tu disais au travers l'intro que tu as fait un peu quelques sommets, donc ça va un peu avec ça. Donc, je te laisse y aller là-dessus. Est-ce que, en fait, tu t'as dit que tu voulais faire des sommets au travers de ça, fait que j'imagine que t'es pas puriste à 100% non, parce que puriste, les puristes, là, ce qu'on appelle les puristes, c'est vraiment ceux qui restent sur la ligne de l'Appalachian Trail puis ils dérogent pas de ça. Puis il faut qu'ils marchent chaque mètre du sentier, qu'ils restent sur le sentier. Moi, je suis pas tellement de ce côté. Je suis puriste dans le sens que c'est important pour moi de connecter mes pas au complet sur tout le sentier. Donc c'est important de marcher pour moi 100% du sentier. Par contre, ça me dérange pas de faire des détours, ce qu'on appelle des blue blaze, là. Donc, il y a des balises de couleur bleue. Des fois, il y a des sentiers bleus sur la carte qui sont des sentiers alternatifs. Fait que des fois, ça mène à d'autres points de vue ou à un chemin en parallèle de l'Appalachian Trail. Ça me dérange pas du tout de les faire parce que ça va me permettre, justement, comme je parlais en intro, d'aller faire tous les sommets de 4000 pieds qui sont sur mon chemin, là, qui sont pas trop loin du sentier. Fait que pour ça, il va falloir que je sorte un peu du sentier. Ça me fait faire des extra kilomètres. Comme hier, j'ai fait un 4 km de plus. Demain, je vais faire probablement un 5 ou 6 km de plus pour aller chercher le mont Abraham, que le sentier ne traverse pas le sommet. Fait que, il disait aussi, là, c'est sûr que ça va me faire plus que 3538 km. C'est correct, tu sais, en même temps, tant qu'à être dessus, t'as le temps, t'es pas là. En plus, je trouve que c'est un des avantages de le faire du sens que tu le fais, c'est que t'as pas un deadline d'arriver au nord avant que l'hiver exact. Que l'hiver commence. Donc, tu peux prendre plus ton temps puis profiter un peu vraiment de ce que la trail a à offrir. J'ai pas besoin de courir en avant. Parce qu'il n'y a pas de feu de forêt ici, contrairement à la PCT. Ouais, c'est une autre bonne différence. Oui. Parfait. Donc, question 5 environ. Là. Donc, Marie demandait si on ne le fait pas au complet, aurais-tu des sections à privilégier pour une première expérience? Pour une première expérience, j'irais avec une nuance. Si on a 0 expérience en longue randonnée, je pense que les bouts que je suggérerais de faire, c'est des bouts qui sont plus... qui pardonnent plus. Là. J'irais peut-être avec les Smoky Mountains en Caroline du Nord, c'est un sentier qui est super bien gradé, qui est pas trop technique, qui est pas trop difficile, puis il y a des refuges. En fait, on est obligé de camper dans les refuges. Puis c'est vraiment superbe comme parc. Là. J'ai hâte d'être rendu là. Fait que pour ceux qui sont vraiment 0 expérimentés, je conseillerais peut-être les Smokies en Caroline du Nord ou plus près du Québec, la section sud de la Long Trail au Vermont. Fait qu'il faut savoir que la portion sud, là, la moitié sud de la Long Trail, là, qui traverse le Vermont de haut en bas, est partagée avec l'Appalachian Trail. Puis c'est la section la plus douce, je dirais, de la Long Trail. Fait que ça aussi, ça serait une belle section pour commencer si on n'a pas trop d'expérience en backpacking. Puis évidemment, si on a plus d'expérience, je peux pas parler pour le reste parce que je suis pas encore rendu, je suis encore dans le Maine, hein. J'ai pas tout vu. Mais quelqu'un qui aurait l'expérience, là, je recommande vraiment de faire le 100 Mile Wilderness. Puis
c'est vraiment une bonne pratique pour savoir si on veut vraiment se lancer sur l'Appalachian Trail ou pas. C'est là que ça passe ou ça casse, mais le 100 Mile Wilderness, c'est un 160 km, là, le dernier 160 en fait de l'Appalachian Trail. Puis il se fait très bien, là, pas besoin de réservation, rien. À part dans Baxter State Park, là, si on veut y camper. Mais c'est une section qui est très demandante, qui est très sauvage, qui est magnifique. Fait que si on a de l'expérience, je le recommande. OK. Ben, en fait, on va tout de suite embarquer. C'était une question que j'allais te poser plus tard, mais je vais la devancer. Annick demandait justement par rapport au 100 Mile Wilderness. Donc, c'est sans resupply parce que c'est une section que tu croises rien. Puis là, tu l'as déjà fait. Fait que combien de temps que ça t'a pris pour le traverser? Ça m'a pris, je pensais le faire en 6 à 7 jours. Finalement, ça m'a pris comme 8 jours, 7 jours et demi à peu près. Fait que je suis contente d'avoir prévu une journée extra de nourriture dans mon sac parce que généralement, eux suggèrent l'espèce de pancarte d'avertissement là, à l'entrée du wilderness, mentionne justement que c'est la partie la plus sauvage de l'Appalachian Trail, puis ils recommandent d'avoir sur soi 10 jours de nourriture. Oui, pour quelqu'un qui débute, je planifierais de le faire en 10 jours. C'est un terrain qui est très difficile. Tu vas dire, c'est juste 160 km. Non, mais c'est parce que c'est pas un 160 km facile. C'est rare qu'on peut mettre son pied à plat. C'est beaucoup, beaucoup de roches, de racines. C'est pas une marche méditative, mettons. Fait que moi, ça m'a pris 7 jours et demi. Je l'ai fait sans resupply. J'avais assez de nourriture sur moi. Je l'ai fait sans ravitaillement. Mais maintenant, c'est possible à mi-chemin. Il y a une route qui traverse là maintenant, qui s'appelle la Joe Murray Road. Puis il y a une auberge qui est située à Monson qui offre le service de faire des food drops, donc un dépôt de nourriture. Fait qu'on peut s'organiser avec eux pour qu'ils viennent à mi-chemin nous porter un ravitaillement. Fait que maintenant, c'est possible de le couper en deux là, puis de traîner 2 fois 5 jours ou 2 fois 4 jours de nourriture. Fait que c'est quand même convenient. C'est pas donné, mais ça se fait. OK, cool. Ben, en fait, j'aime ça. Tout ce que tu dis m'emmène en lien vers d'autres questions. Fait qu'il y avait Julie qui demandait, justement, par rapport à la nourriture, est-ce que tu te fais envoyer des boîtes de resupply sur la trail? Moi, non. Zéro, parce que j'ai vraiment pas envie de négocier avec les bureaux de poste. Les heures d'ouverture des bureaux de poste sont vraiment pas accommodantes. Puis généralement, c'est dur de prévoir quand est-ce qu'on va arriver en ville parce que bon, il y a des imprévus. Là, comme je disais, là aujourd'hui, je suis pognée sur un sommet dans un shelter, j'attends que la météo se tasse. Faut quand même rester flexible. Puis quand on arrive en ville un vendredi soir à 5 heures, ben le bureau de poste, il va juste réouvrir lundi matin. Donc, ça peut causer beaucoup de délais, beaucoup de soucis. Il y a des boîtes qui se font perdre. C'est pas garanti que ton colis va se rendre. C'est très cher aussi, surtout si on ship du Canada. Moi, ce serait comme impossible. Là. Ça coûterait beaucoup trop cher de faire livrer les boîtes du Canada vers les États-Unis. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des restrictions alimentaires qui vont le faire. Donc, des gens qui mangent exclusivement sans gluten ou qui ont des allergies. Ils vont pouvoir se faire quand même livrer des boîtes dans les bureaux de poste. Mais les auberges en chemin aussi, les auberges de randonneurs, sont très au fait là, de la logistique autour du sentier, fait qu'ils acceptent de recevoir les boîtes. Fait que c'est possible quand même de livrer dans des endroits qui ont des heures d'ouverture un peu plus larges. Mais personnellement, j'ai fait toute la PCT sans aucune boîte de ravitaillement, excepté mes souliers, qui fait que je fasse livrer en chemin. Mais à part les souliers, je m'étais jamais rien fait livrer, en tout cas en termes de nourriture, parce qu'on peut trouver tout ce qu'on a besoin là, en cours de chemin. OK. Ben, j'ai une petite parenthèse à faire là-dessus. Il y avait comme une question de Laurence que j'avais mis en parenthèse pour justement plugger à quelque part avec un autre sujet. Puis elle demandait combien de paires de souliers tu penses utiliser pendant la trail? Ben, si j'y vais avec ce que j'ai usé sur la PCT, j'avais usé 4 paires et demie pour 4300 km. Fait que d'après moi, je devrais user un bon 4 paires sur l'Appalachian Trail. Je suis encore sur ma première, puis elle tient le coup. Parce qu'il y a beaucoup de bouettes, puis le sentier, il est moins abrasif là, que le désert et tout ça. Là, fait que ça devrait être plus doux. Il y a beaucoup d'épines de pin et tout. Mais quand je vais approcher des White Mountains puis de la Pennsylvanie, ça va être très rocheux, fait que ça peut s'user plus vite. Mais d'après moi, ça devrait tourner autour de 4 paires de souliers. OK, donc une paire environ à chaque 800 km. À peu près. C'est à peu près, là, ouais. Par rapport à la nourriture aussi, Laurence demandait, justement, la même Laurence, demandait justement combien de jours de nourriture dois-tu porter? Ben, c'est une bonne question. Là. Dans le 100 Mile Wilderness, c'est vraiment l'exception de l'Appalachian Trail. Il a fallu vraiment que je traîne 7 jours de bouffe. Mais tout le reste du chemin, là, c'est ça qui est le fun avec l'Appalachian Trail. Il y a vraiment des petites villes, des petits villages très fréquemment.
Donc, aux 2, 3 ou 4 jours même, on peut se ravitailler. Si je voulais, je pourrais aller en ville presque à tous les jours. Il y a toujours un sentier d'accès ou une place où on peut sortir du sentier puis se rendre dans les villages. Fait que d'après moi, là, ça va tourner autour de maximum 4 jours de bouffe tout le long. Là. Puis des fois même, c'est 2 ou 3 jours. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Ça sera pas trop lourd. OK, ça se fait bien. Puis, en fait, j'avais une petite question par rapport... Tantôt, tu parlais de la différence entre le AT puis le Pacific Crest Trail. On sait que le Pacific Crest Trail change beaucoup d'environnement, tandis que je pense que l'Appalachian Trail va plus se ressembler du début à la fin. Ouais. Par rapport à ça, est-ce que tu vas avoir un changement d'équipement à faire au travers le sentier? Ah, ben c'est le fun que tu poses la question. Je pensais ne pas faire de changement d'équipement parce que c'est pas mal le même terrain tout le long. Par contre, mon sleeping bag, ma quilt que j'ai, c'est la même que j'avais sur la PCT. C'est une 10 degrés Fahrenheit et c'est beaucoup trop chaud pour la température tropicale humide qu'on a sur la côte Est. Fait que je me suis commandé mon cadeau de fête à l'avance. Là. J'ai commandé une autre quilt. Cette fois-ci, j'ai une 0 degrés Celsius, donc une 30 degrés Fahrenheit. Que je vais pouvoir échanger bientôt, là, aussitôt que mon ami qui m'aide dans mes ravitaux, j'ai un ami qui reste sur la côte est américaine, fait qu'il accepte de recevoir les trucs que je commande, puis il va venir me rejoindre pour en donner, fait qu'il va venir me l'apporter. Fait que j'ai ça que je vais changer. Puis aussi, en allant vers le sud, je vais croiser les grosses bulles de randonneurs qui montent vers le nord. C'est sûr qu'il va y avoir ils vont être moins nombreux qu'ils l'étaient au début parce que faut savoir qu'il y a juste 20% des gens qui terminent la trail. Fait que par le temps que je les croise, ils vont déjà être rendus dans le nord. Il va déjà paru un écrémage, je dirais. Fait que il va y avoir moins de monde. Ceux qui auront abandonné avant que je les croise. Mais je vais quand même croiser 4 bulles majeures. D'ailleurs, on peut les suivre. Là. Il y a un site web qui a une espèce d'algorithme là, qui estime par rapport aux statistiques des années d'avant combien de gens qu'on va croiser et où. Fait que je surveille un peu les prédictions, puis je vais croiser 4 grosses bulles de randonneurs quelque part au Vermont, Massachusetts, dans ce coin-là. Fait que quand je vais être rendu là, je vais changer ma tente pour mon hamac, mon bon vieux hamac avec qui j'ai commencé il y a quelques années. Parce que ça va me permettre de camper plus en autonomie, puis je me ferai pas avoir là avec des campements qui sont déjà pleins. J'aurai pas besoin de compter sur les refuges non plus. Je vais pouvoir vraiment camper où je veux, à mon rythme, là, pendant que je vais croiser les grosses bulles des gens qui vont vers le nord. Ouais, c'est ça. Ça va te permettre de pas avoir nécessairement une surface plate pour camper. Tu vas pouvoir vraiment juste t'installer où tu veux dans la forêt. Là. C'est ça. Tant que j'ai des arbres, puis ça manque pas ici. Non, c'est ça, exact. C'est pas mal la caractéristique de ce sentier. Tu disais qu'il y a beaucoup de monde qu'il y a 20% du monde qui complète. Ça m'apporte à la prochaine question de Kyle. Il demandait, est-ce que c'est faisable pour un débutant? Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui ont jamais fait de backpacking qui s'aventurent sur l'Appalachian Trail. Ces gens-là commencent surtout du sud vers le nord. Donc, la version classique, là, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur l'Appalachian Trail en partant du terminus sud puis qui ont jamais fait, ils ont pas zéro expérience. C'est sûr que ça joue pas en sa faveur, mais il y en a qui réussissent à le faire quand même. Donc, je peux pas le déconseiller, là. Ça se fait parce que la meilleure façon de s'entraîner sur un sentier de longue randonnée, c'est d'être sur le sentier de longue randonnée. Il y a pas vraiment d'entraînement à faire avant qui aiderait vraiment. Fait que ça se fait dans le sens classique, donc du sud vers le nord. Je vais le déconseiller, par contre, Sobo, je le déconseille pour des débutants parce que ça commence vraiment dans un milieu sauvage où ça prend quand même des connaissances, ça prend quand même une certaine expérience pour arriver à trouver un peu de confort puis pas se blesser. Justement, dans le groupe où on est autour de moi, là, je commence à l'observer. On a commencé, on était une certaine quantité de personnes, puis par le temps qu'on arrive à Monson, qui est la ville à la sortie du 100 Mile Wilderness, il y a déjà le tiers qui avait abandonné. Wow. Fait que ça, c'est dans les premiers 2 semaines. Fait que Sobo, ça pardonne beaucoup moins parce qu'on commence par le plus difficile. Fait que je recommande pas de le faire Sobo si vous êtes débutant. Mais par contre, vers le nord, ça se fait. Ben ça, puis je pense que en fait, le faire vers le nord avec la plupart du monde, ça peut aider pour un débutant que tu te sens jamais vraiment seul si t'as un peu la peur à ce niveau-là ou peu importe, ben
là, t'es entouré pratiquement constamment, là, donc Exact. ça peut aider un peu. Ça peut aider un peu. C'est sûr, il faut pas compter sur les autres randonneurs. Il faut toujours débuter en pleine autonomie puis avoir fait ses recherches avant. Mais en effet, ça pardonne plus. Il y a beaucoup plus de petites villes, beaucoup plus de ressources en commençant en commençant dans le sud. Là. Parfait. Annick demandait, par curiosité, combien de temps prend ta routine du matin? Oh, ça, c'est très variable. Ça dépend de ce que j'ai fait la veille. Ben, en moyenne, je dirais que c'est à peu près 1 heure. Je suis pas la plus rapide le matin parce que j'aime ça passer du temps au camp, profiter un peu du chant des oiseaux, du lever du soleil, tout ça. Ça peut me prendre... si vraiment j'ai une grosse journée qui s'en vient puis je suis motivée, ça peut me prendre 30 minutes. J'ai quand même une tente qui est super facile à ranger. Surtout si on dort dans des lean-to, j'ai rien à ranger pratiquement, là. Juste à refaire son sac puis à partir. Mais des fois, je vais paresser là, jusqu'à 2 heures au camp. Mettons, je me réveille à 5h30, ben je partirai pas sur le sentier avant 7h30 juste parce que j'ai envie de boire mon café sur le bord du lac. Ben c'est ça, puis j'imagine que ça va dépendre aussi où tu dors. T'sais, est-ce que tu dors dans un abri 3 faces, que tu as juste à dérouler ton matelas, puis pratiquement c'est tout, ou tu as à monter ta tente, etc. Fait que c'est tous des facteurs qui peuvent changer le temps aussi. Là. Exactement. Ensuite, pour justement, je trouve que ça va un peu avec la route, ben pas avec la routine du matin, mais avec le dodo, ça peut aller un peu à ce sens-là. Est-ce que tu traînes un bear spray ou de quoi pour la protection contre les ours? Puis je dis que ça va un peu avec la routine du sommeil parce que des fois on veut, c'est par rapport à où tu laisses ta nourriture et tout ça. Fait que c'est quoi tes trucs par rapport aux ours? Qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là? Ben en fait, sur la côte est, ce qui est le plus à craindre pour protéger sa nourriture, c'est surtout les rongeurs. Les ours, surtout dans le nord, là, je te dirais que les ours du Maine, du New Hampshire sont plutôt timides parce que la chasse à l'ours est autorisée. Okay. Fait que c'est vraiment pas un gros risque. Là. C'est sûr que quand je vais arriver plus au sud, dans les sections plus touristiques, c'est là que les ours sont plus à problème. Donc, dans les Shenandoah, en Virginie, dans les Smoky National Park, les ours sont un problème parce que les gens souvent sont moins expérimentés. Ils vont laisser traîner des déchets, vont laisser des odeurs, vont échapper des miettes. Fait que les ours sont plus habitués à l'humain dans ces secteurs-là. Mais en général, sur la côte est, il y a que des ours noirs. Il y a rien de très risqué, là. Fait qu'il n'y a pas besoin de traîner un bear spray ou quoi que ce soit. Il faut juste prendre des précautions justement pour pas laisser de miettes ou d'odeur autour de sa tente. Puis comme je disais, il faut plus se méfier des rongeurs. En fait, c'est eux qui vont cambrioler le plus si on oublie un emballage de Snickers dans nos poches, par exemple. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de garder tous nos déchets et notre nourriture dans notre sac. Puis le sac, règle générale, on le suspend un peu plus loin du campement. Fait que c'est pas mal la seule précaution que je prends. Donc, essayer de pas laisser de traces, pas de miettes, pas de bouffe qui traîne, puis de ranger ma bouffe correctement suspendue là, avec la méthode PCT hang, donc l'accrochage méthode PCT. Ce qui est bizarre parce que sur la PCT, on peut pas accrocher notre bouffe nulle part. Donc, je sais pas pourquoi ça porte le nom d'accrochage PCT, parce qu'on l'utilise juste sur l'Appalachian Trail. Donc, puis il y a certains campements. Comme je te dirais, dans le Maine, New Hampshire, tout ça, il n'y a pas vraiment d'ours à problème. Fait qu'on suspend notre nourriture un peu comme on veut. Par contre, quand je vais arriver dans les secteurs où il y a eu des incidents ou des ours qui ont défoncé les sacs de bouffe, souvent, les gens qui entretiennent le sentier vont avoir installé soit un bear box, donc une espèce de caisson en métal où on peut ranger notre nourriture la nuit, soit des espèces de poulies en métal carrément là, faites pour ça. Des poteaux avec des poulies où on peut vraiment accrocher notre bouffe de façon sécuritaire. C'est pas tout le monde qui a la même agilité ou le même talent là, pour accrocher sa nourriture à une hauteur raisonnable. Ouais, mais c'est ça, puis je trouve ça bien que tu mentionnes en fait aussi les rongeurs, parce que tu sais, on pense souvent comme toujours aux grosses bébites, fait que tu sais, aux ours, peu importe, mais les rongeurs sont là constamment, eux, c'est le plus gros problème. Parce que c'est eux qui vont endommager nos tentes, endommager nos équipements en grugeant. Là. Fait que c'est de eux qu'il faut se méfier le plus. C'est ça, c'est vraiment l'importance de ne pas avoir encore à ce niveau-là la nourriture dans la tente, parce que le rongeur, lui, il s'en fout, il va gruger ta tente puis il va venir te rejoindre. C'est ça. Alors qu'un ours, lui, tu sais, si tu dors avec ta nourriture, il va te sentir. Il va savoir qu'il y a un humain, puis il va voir qu'il y a un autre être vivant dans cette tente-là. Il va pas défoncer la tente pour venir chercher ta bouffe. Peut-être contrairement à des grizzlies. Là. Les ours noirs sont en général plus timides. Fait que ce genre d'incident-là est très, très isolé. C'est ça, exact. Mais tu sais, il faut quand même... Non, on va mentionner, il faut pas faire exprès. Fait que, idéalement, c'est
la nourriture en dehors de la tente plus souvent que tu peux, puis accrocher tout ça. C'est toujours mieux, vaut toujours mieux prévenir que d'avoir à dealer avec. Donc, c'est de ramasser tous ces emballages de nourriture étendus partout le matin. Ouais, exact. Prochaine question, Fred demandait, tu te sers de quoi pour visualiser ton trajet à chaque jour? Donc GPS, carte, livre ou cellulaire? Tout le monde a des méthodes un peu différentes. Là. Je dirais que la plus populaire, c'est l'application Far Out sur nos cellulaires. Donc, c'est vraiment une carte qu'on peut pré-télécharger qui est comme toutes les sections du sentier. Puis c'est une carte interactive où ce que les gens peuvent justement commenter là, sur les points d'intérêt, les points d'eau, les ci, les ça. Puis ça nous donne les distances entre les refuges, les distances entre les sommets, les hauteurs des sommets. C'est une carte topographique aussi, fait qu'on peut évaluer aussi la technicité de la journée qui s'en vient. Fait que j'utilise surtout Far Out. Il y a un guide de l'Appalachian Trail papier aussi qui est très, très populaire, le AWOL Guide, là, qui est comme, c'est des pages qui se détachent qu'on peut jeter au fur et à mesure, là. Mais c'est de moins en moins populaire, la version papier. Ça a l'avantage que on n'a pas besoin d'avoir des batteries d'urgence pour charger son cellulaire parce qu'on a un backup. Dans le fond, un backup papier, c'est jamais, c'est toujours bon à avoir. Mais étant donné la proximité de la civilisation, la présence du réseau cellulaire, maintenant avec les nouvelles batteries de recharge, là, sont super légères à traîner, l'application Far Out devient de plus en plus populaire. Je dirais que 98% des gens utilisent ça sur la trail. Puis certains utilisent aussi leur InReach. Les Garmin InReach, là, avec la map dessus, j'ai vu quelques personnes s'en servir, mais c'est un peu redondant. Parce que c'est pas très sauvage ici, là. Pas besoin de grosses technologies, là. Non, mais c'est ça, tu t'en parlais un peu tantôt. La trail est quand même assez bien indiquée, elle est quand même assez bien tracée. Donc, j'imagine que tu sors de temps en temps quand t'es à un embranchement, que t'es pas sûr si c'est gauche ou droite. Mais en général, le sentier est quand même bien... C'est facile à suivre juste en suivant ce qui est tapé à terre. Oui, c'est super bien balisé aussi. Hein. Il y a les traces blanches là, sur les arbres. Fait que d'une balise à l'autre, on est tout le temps en mesure de voir la prochaine. Fait que c'est vraiment bien balisé, bien tapé. C'est assez évident à suivre. Là. Fait que les seules fois où je sors mon téléphone pour vérifier, comme tu dis, c'est soit un croisement de route où c'est moins évident, où la trail reprend de l'autre côté pour savoir si à gauche ou à droite. Et aussi pour estimer ce qui me reste à faire comme kilométrage ou ce que je vais devoir faire jusqu'au prochain abri. Ouais, ça, c'est souvent une des façons que je m'en sers aussi. Des fois, c'est juste encourageant de savoir, OK, bon, ben, il me reste 5 km aujourd'hui. C'est prévoir ça l'aide un peu à prévoir son temps au travail la journée. Ouais. La planification de l'eau aussi, ça aide à planifier les points d'eau. Oui, aussi. Effectivement. On a déjà parlé de épisode 1, allez voir. T'as parlé de livre, de guide. Là, t'as nommé un guide en anglais. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des guides qui existent en français? Pas de ce que je sache sur l'Appalachian Trail. Là, c'est pas mal tout en anglais, je dirais. Je n'ai jamais vu en français. OK. Parfait. Donc, tantôt, on parlait de manière pour dormir. Donc, tu parlais de ta tente, tu parlais de refuge, tu parlais de hamac. Il y a quelqu'un qui demande, ta tente est pour une personne, point d'interrogation, et elle pèse combien? En fait, oui, je suis en tente présentement. J'ai opté pour la tente, mais c'est pas une personne, c'est 2 personnes. Je me suis payé un Palace. J'ai la tente. Le modèle, ça s'appelle la Duplex de la marque Z-Pax. Écoute, elle pèse... c'est très léger. Là. Attends, j'ai le chiffre ici exact, là, si vous voulez savoir. Là. Donc, ça doit être 500 grammes. 500 quelques grammes, oui. Précisément, là, elle pèse 539 grammes. Fait que c'est à peu près un demi-kilo. Fait que c'est même plus léger que mon hamac. Parce que le hamac, il faut que je traîne le hamac, plus la bâche qui va par-dessus, plus les cordes. Fait que les 3 additionnés, ça pèse plus lourd que ma tente. Fait que c'est pour ça que je préfère la tente. Puis j'ai pris goût aussi là, sur la PCT. C'est vraiment spacieux. Là. C'est une tente 2 personnes. On peut vraiment tenir à 2. Là. Fait que pour le poids, ça valait pas la peine d'aller avec la une personne. Il y a vraiment pas une grosse différence de poids. Non, habituellement, je pense que c'est comme 100 grammes, même pas de différence. Puis elle, c'est encore deux, là, moins. C'est fou. Mais oui, je trouve ça intéressant. Tu sais, je prends toujours... personnellement aussi, j'ai une 2 personnes, même si la plupart du temps, je suis seul. C'est juste... Ça te permet d'avoir un peu plus de place dans la tente. Parce que, tu sais, on s'entend que des tentes ultra light comme ça, quand c'est une personne, c'est une personne, un matelas de large, puis il y a pratiquement pas de place pour plus que ça, autre que les vestibules à l'extérieur.
Tandis que si tu prends 1-2 personnes, au moins, tu as un peu plus de place pour mettre tes vêtements, placer un peu tes choses, avoir un peu plus de surface pour bouger, puis placer tes choses, pacter ton sac, whatever, des choses comme ça. Là. Fait que, Exactement. Puis tu sais, pour ceux qui connaissent pas ce genre de tente-là, dans le fond, de Z-Pack ou des trucs comme ça, qui sont des tentes pyramidales, en fait. Là, on a parlé du poids, mais ça, c'est un poids qui comprend seulement la tente en tant que telle. Contrairement à des tentes qui sont freestanding, donc qui tiennent avec des poteaux en aluminium ou en carbone ou des trucs comme ça, cette tente-là ne vient pas avec ça. Fait qu'on parle, quand on dit 530 grammes environ, on parle seulement de l'abri. Ensuite de ça, ça tient avec nos bâtons de marche que l'on traîne. Donc, c'est sûr que c'est un poids à part, mais il faut savoir que la plupart du temps, on va quand même déjà traîner nos bâtons de marche. Fait que c'est pour ça qu'on ne le compte pas dans le poids. Exact. Puis, de toute façon, sur l'Appalachian Trail, c'est pas mal nécessaire, les bâtons. Fait que ouais, c'est une tente sans armature, puis ils appellent ça single wall, donc une seule couche. Il n'y a pas de double toit, là. C'est un seul toit. Fait que ça fait que c'est beaucoup plus compact. C'est ça, puis le moustiquaire, il est accroché directement au toit directement, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à monter en cas de pluie. L'intérieur devient pratiquement jamais mouillé, étant donné que tu montes tout d'un coup. Exact, puis que le toit est imperméable. Oui, exact. Oui, ça, c'est des matériaux souvent qui sont, en fait, pas souvent, qui sont beaucoup plus imperméables qu'un nylon que la plupart des tentes grand marché utilisent. Oui. Parfait. Donc, ensuite, Al qui nous a envoyé beaucoup de questions. Merci. Est-ce que ton Sunhoodie et tes pantalons sont traités anti-moustiques? Je vais te laisser répondre à ça, mais je veux juste faire une petite parenthèse à propos de ça. Par rapport à tous nos vêtements, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 2. On a vraiment parlé spécifiquement de notre kit de randonnée, donc qui était vraiment vêtements de la tête aux pieds. Fait que, allez voir ça. Mais sinon, système anti-moustique, est-ce que c'est traité ou non? Je traite, oui, c'est une bonne question parce que j'ai seulement traité mon Sunhoodie, ça faisait mon chandail à manches longues et mes pantalons. C'est pas un anti-moustique, ça aide contre les moustiques, mais c'est un produit qu'on appelle le permétrine, qui est interdit au Canada parce que c'est un neurotoxique, en fait, qui est un des grands responsables de la disparition de nos abeilles. Fait que je ne le recommande pas. Par contre, il est disponible encore en usage individuel aux États-Unis. On peut l'acheter en vaporisateur, là, un peu comme une bouteille de Windex, là. Et on peut vaporiser nos vêtements avec ça. Puis ça va durer à peu près... On les vaporise une fois, là, vraiment pour qu'ils soient un peu trempés. On les laisse sécher minimum 24 heures. Ça, c'est bon pour à peu près 42 jours ou 6 lavages. Fait que ça va rester dans le tissu pendant 6 lavages. J'ai juste traité mon chandail à manches longues et mes pantalons parce qu'ils sont comme plus extérieurs à moi, là. Faut éviter de traiter tout ce qui est en contact intime avec soi-même. Donc, on traite pas les sous-vêtements, ni la casquette, ni les bas. Parce qu'évidemment, c'est trop près du corps. Puis, l'autre chose à savoir, c'est que c'est surtout utilisé pour les tiques. C'est un produit, en fait, qui va... Parce que les tiques, c'est un autre le plus grand prédateur, si on veut, pour l'humain sur l'Appalachian Trail, ce sont les tiques. Hein, c'est pas les ours, c'est pas les ratons, c'est pas les coyotes, ou peu importe. C'est vraiment les tiques qui nous mettent le plus à risque, là, parce qu'ils transmettent certaines maladies qu'on peut avoir des séquelles permanentes, entre autres la maladie de Lyme, mais d'autres maladies aussi. Donc, c'est vraiment des tiques qu'il faut se méfier le plus. Fait que oui, j'ai traité mes vêtements extérieurs au permétrine. Puis ça, honnêtement, ça aide aussi pour les moustiques puis les mouches parce que je m'en suis même pas rendu compte de toute le 100 Mile Wilderness. Il y avait des gens que je croisais avec des moustiquaires de tête puis ils étaient entourés d'un nuage de moustiques puis moi, j'avais rien sur moi, mais zéro. Fait que j'ai l'impression que c'est très efficace. Puis, en fait, en le faisant du nord au sud, tu disais que c'est bon pour environ 40 jours. Je dirais que c'est sûrement la plus grosse portion qui est la plus à risque de moustiques, tout ça. Fait que ça va vraiment être efficace pour toi qui le fais du nord au sud. Ben oui, pour les moustiques, mais non pour les tiques, parce que les tiques, il y en a partout sur la côte est, là, même jusqu'en Virginie. Fait qu'il va falloir que je me méfie des tiques quand même jusqu'à la fin. D'où l'importance de ce qu'on disait dans la dernière épisode d'avoir un chandail à manches longues, les pantalons aussi au lieu des shorts. Voilà, puis de s'inspecter tout nu dans sa tente à chaque soir. Un autre avantage de la tente, on peut s'inspecter. Oui.
Effectivement. Marie-France demandait, encore un peu par rapport aux vêtements et tout ça, traverses-tu les rivières en souliers, en gogoune, nu-pieds? Elle imagine que tu le fais en souliers, mais je vais te laisser répondre, puis après ça, je vais peut-être avoir une petite question qui va suivre. Ben oui, en fait, je les traverse tout le temps en souliers. Jamais j'enlève mes souliers ou que je me mets en gogoune ou nu-pied pour traverser une rivière. Je le fais pour me baigner dans un lac de sable, là, quelque chose qui est très safe. Mais pour une traversée de rivière, là, située sur le sentier où il y a du courant, des roches, je vais toujours garder mes souliers parce que mes pieds, c'est ce que j'ai le plus précieux pour me déplacer. Fait que je peux pas prendre le risque de me mettre nu-pied ou en sandales parce que les sandales, ben déjà, ça a zéro adhérence, là. Fait que je vais juste glisser. Déjà que les roches sont hyper glissantes ici à cause des algues dans les rivières. En gogoune, ça serait presque du suicide, là. C'est beaucoup trop glissant. Puis je risque de me blesser là, dans les roches. Là. Les roches sont quand même mobiles dans les rivières, fait qu'il y a moyen de s'écraser les orteils assez facilement. Fait que je garde mes souliers pour avoir une meilleure adhérence, une meilleure stabilité pour traverser les rivières. Et oui, mes souliers sont mouillés tout le temps. Même si j'avais pas de traversée de rivière, ils seraient mouillés tout le temps parce que le sentier, présentement, est un ruisseau. Avec les pluies diluviennes qu'il y a eu dans le Maine, là, que j'aurais aimé qu'ils se rendent jusqu'au Québec là, pour aider pour les feux, ben on a tout eu la pluie ici, de notre côté des Appalaches. Fait que c'est... Oui, on marche en tout temps avec les pieds mouillés, jour après jour. Elle voulait savoir à ce niveau-là comment tu gères les souliers mouillés. Mouillés. C'est quelque chose qui est ingérable. Il faut apprendre à vivre avec. La façon que je les gère, en fait, c'est plus mes pieds à moi que je dois gérer pour être sûr de ne pas développer de champignons. Fait que ce que je fais, c'est qu'à chaque mi-journée, même si je sais qu'après le lunch, je vais remarcher dans une rivière, que je vais me remouiller les pieds, je m'assure vraiment à mi-journée de prendre une pause lunch dans un abri. Puis regarde, il y a des abris sur la PCT, ça manque pas. Pas sur la PCT, sur lapsus. Sur l'Appalachian Trail, ça manque pas les abris trois côtés. Fait que je m'assure de prendre ma pause lunch dans un abri s'il pleut, puis d'enlever vraiment mes souliers, mes bas, puis de faire sécher mes pieds. Pour être sûr que ma peau revienne à un état sec, de les dératatiner, là, puis qu'ils reviennent à un état sec au moins une fois dans la journée pour m'assurer de pas développer de champignons ou de pas développer ce qu'on appelle le pied de tranchée, là, quand la peau commence à délaminer puis devient comme un pied de cadavre. Là. Je veux vraiment pas développer ça. Puis à date, ça fonctionne super bien. Mes pieds sont en top santé. Je m'assure vraiment de les mettre au sec dès que j'arrive au campement le soir puis à mi-journée. Fait que ça aide beaucoup. Mais mes souliers, mes bas, ben, ils sont mouillés en tout temps. Ça sèche pas. Je vais dire un peu un truc que j'ai à ce niveau-là. Tu me diras si t'as un peu la même chose, mais j'utilise des souliers qui sont zéro imperméables. Pourquoi je fais ça? C'est que, dans le fond, quand tu vas traverser une rivière avec tes souliers, ou s'il mouille, tu sais, s'il pleut comme sans arrêt une journée de temps, l'eau va finir par arriver dans tes souliers anyway. Tu sais, c'est pas comme si t'avais juste à... Tu sais que c'est une journée c'est juste une journée qu'il y a juste des petites flaques d'eau ici, que tu veux piler dedans, puis sans t'es mouillé, tu vas être correct. Mais quand t'as traversé ou à marcher dans une journée à la pluie, à longueur de journée, l'eau va finir par rentrer dans tes souliers. Fait que je trouve que c'est là qui est le fun d'avoir des souliers qui sont zéro imperméables. C'est que une fois que l'eau est dans le soulier, s'il commence à faire beau à un certain moment, ben, l'eau va sortir beaucoup plus facilement et le soulier va sécher beaucoup plus vite. Donc, je sais pas si tu as un peu la même approche à ce niveau-là. Oui, vraiment. J'évite tout ce qui s'appelle Gore-Tex, membrane imperméable, parce que, comme tu dis, une fois que l'eau rentre, si le soulier est imperméable, ben, elle sort plus. Alors que des souliers plus respirants, comme des souliers de course en sentier, ben, ils vont drainer vraiment plus facilement. Puis, il suffit de marcher là, 1 heure ou 2 avec au sec, puis ils sèchent assez facilement en marchant. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça va avec les bas qu'on parlait dans la dernière épisode, que tu sais, avec des bas en synthétique, ben ça sèche vraiment vite, puis c'est pas long que le bas et le soulier finissent par prendre la température du corps. Exact, on n'a pas les pieds froids là, tant qu'on n'arrête pas de bouger. Sophie demandait comment gères-tu ton dos pour le protéger? Là, je suis pas sûr de mon dos, ben en fait, question-là. probablement pour le sac à dos. Parce qu'on parlait des pieds, là j'ai mes méthodes pour protéger mes pieds, mais mon dos, en fait, le gros truc, c'est que j'ai pas à protéger mon dos si je traîne pas un surplus de poids. Donc, la règle du pouce, là, c'est que je traîne jamais plus que 20% de mon poids corporel sur mon dos. Plus de 20%, sur le long terme, ça va causer des blessures musculo-squelettiques.
Ça abîme les articulations. Fait que n'importe quoi qui va dépasser, qui va être en haut de 20% de son poids corporel, là, si on le porte sur son dos, ça peut endommager les genoux, les articulations, le dos. Mais sinon, j'ai un bon sac qui me fait bien. Je m'assure de jamais traîner plus que 20% de mon poids. Puis, tigidou, j'ai pas mal au dos. Puis ça va vraiment avec ce qui est bien de cette trail-là, c'est que tu as accès à la nourriture facilement. Donc, tu n'as jamais à traîner genre 14 jours de nourriture. Il n'y aura aucun tronçon qui va être aussi long que ça. Non, exact. Et sur la PCT, j'ai eu à traîner des fois des 30 livres là, dans mon sac à cause des longs portages de nourriture puis des vêtements d'hiver. Puis ça peut pas, c'est pas durable. On peut pas endurer ça trop longtemps. C'est bon pour les premiers jours. Puis au fur et à mesure qu'on mange, le poids du sac réduit, fait que c'est correct. Mais ouais, dans mon cas, en fait, porter plus que 30 livres, c'est impensable. Mais encore là, ça dépend de ton poids corporel. Si t'es un grand gaillard de 200 quelques livres puis que t'es fait fort, ben tu peux traîner 20% de ton poids. Le 20% de son poids va être bien plus grand que le 20% de mon poids. Fait que c'est là la différence. Oui. Marianne demandait tes trucs menstruation lorsqu'on est en trekking. Ah, ben c'est une bonne question qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent poser. Fait que pour les menstruations, en fait, il y a 3 façons de faire, en fait, mettons 3 façons majeures. La plus populaire que j'ai pu observer à date, c'est la Diva-Cup. Donc, une coupe menstruelle, il y a plusieurs marques, là. Diva-Cup, c'est une marque, là, mais n'importe quelle coupe menstruelle là, en silicone, c'est quand même une bonne méthode, c'est écologique. On traîne aussi tout le temps un petit brûleur avec nous, fait qu'il y a moyen de faire bouillir pour la désinfecter de temps en temps. Il y a moyen de la faire bouillir dans notre petit pot en titane avec notre brûleur. Fait que ça se gère quand même bien. On peut la vider comme on irait faire ses besoins, donc en creusant un trou, on la vide puis on remplit le trou pour éviter les odeurs. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a jamais les mains très propres. Fait que j'ai pas essayé cette méthode-là personnellement, mais c'est quand même assez populaire. L'autre méthode, ce sont les tampons. Les serviettes sanitaires, c'est exclu parce qu'à cause du frottement entre les jambes, ce serait une torture de porter des serviettes. L'autre que j'ai vu souvent, c'est des tampons. Évidemment, il faut traîner ces tampons sales jusqu'à la sortie du sentier. Fait qu'il faut quand même traîner un sac étanche pour les ranger une fois sales. Moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est la contraception en continu, qui est la 3e façon de faire. C'est sûr que c'est des hormones, c'est pas super bon. Il y a très peu d'études à ce sujet aussi sur le long terme, de voir l'effet, mais moi, c'est ce que je fais. Je prends la contraception en continu, donc ça m'évite d'avoir à gérer les menstruations sur le sentier, puis ça n'a pas d'effet sur moi. Je connais beaucoup de femmes qui sont pas capables de prendre des hormones en continu parce que ça va les affecter beaucoup d'effets secondaires. Moi, je suis chanceuse, j'ai aucun effet secondaire, fait que je peux prendre la contraception en continu. J'utilise je vais y aller, là. J'utilise le NuvaRing. Donc, c'est pas la pilule, parce que la pilule, avec la routine de la trail, c'est très compliqué déjà d'avoir à penser à avoir sa liste de choses à faire. Fait que c'est sûr que je l'aurais oublié, là, si j'avais pris la pilule. Là. Puis c'est quelque chose qu'il faut traîner, qui peut prendre l'eau. Tu sais, si l'eau pogne dans tes pilules, t'es faite. Fait que j'utilise le NuvaRing, qui est un anneau, en fait, qui reste en place pendant 4 semaines, puis que je remplace aux 4 semaines. Fait que ça me permet d'entraîner peu avec moi. Puis c'est facile à remplacer là, quand je suis en ville. Fait que voilà pour la menstruation. Cool. Mais en fait, je pense vraiment que c'est un point intéressant là, parce que c'est comme tu dis, c'est une question qui est rarement posée, mais qui est pourtant quelque chose de... c'est un souci, c'est important. Là. C'est un souci important, c'est quelque chose de complètement naturel qui est là. Fait que il faut se poser la question. Il faut l'intégrer dans notre logistique. Exact. Ensuite, Sarah demandait, as-tu fait un budget pour le projet? As-tu une idée de le coût total pour une rando de cette ampleur-là de plus ou moins 6 mois? Chacun le vit à sa manière, là, mais je te dirais que la moyenne, puis il y a eu beaucoup d'inflation aussi dans les dernières années, il faut prévoir environ, récemment, environ 10 000 US. Donc, avec le taux de change, ça représente quoi? 13-14 000 Canadiens, je pense. Ce serait à peu près une moyenne. Ça se fait en bas de ça si on est vraiment plus prudent, si on évite les hébergements, si on prend moins de journées de repos. Puis évidemment, ça se fait à 20 000 $ aussi. Là. Il y a des termes sur la trail, ce que je trouve très drôle, là, qu'on appelle le white blazing, c'est quand on suit la trail. C'est white, hein? Le blue blazing, c'est les trails alternatives. Il y a tout un jargon de couleurs de blazing.
Puis il y a ce qu'on appelle le gold blazing. OK. Ça, c'est les randonneurs qui vont là, all-in, là, ils ont un budget limité. Souvent, c'est des retraités de l'armée ou des gens qui sont payés, mettons, pour faire ça ou qui sont juste riches ou qui ont hérité. Là. Ils vont gold blazer, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter dans chaque ville, ils vont se payer une chambre privée, ils vont acheter des repas lyophilisés presque à tous les jours. Fait que ça, c'est le gold blazing. Il y a le gluten blazing aussi. Le gluten blazing coûte plus cher que le blazing régulier. Un peu moins cher que le gold blazing, mais c'est parce que les gens intolérants au gluten doivent se faire commander des boîtes, ont des intolérances alimentaires, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Fait qu'il faut quand même prévoir un budget supplémentaire si on a des intolérances alimentaires. Le dog blazing aussi. Ceux qui randonnent avec leur chien, il faut prévoir plus de coûts parce on ne peut pas randonner à la même vitesse. Il faut s'arrêter, prendre une journée off à toutes les 4 à 5 jours selon le chien. Puis souvent, on n'a pas le droit de les amener en dortoir. Donc, quand on veut une chambre, il faut que ce soit une chambre privée. L'avantage aux États-Unis, c'est que les chiens sont quand même bienvenus presque partout. Donc, on peut avoir une chambre d'hôtel ou de motel, mais il faut le prévoir. Fait que ouais, les budgets varient en fonction de nos besoins sur le sentier. Moi, je dirais que je me suis prévu là, environ justement 10 000 US pour le 5 mois à peu près que je vais passer sur le sentier. Qui est pas mal, je dirais, la version standard, en fait. Moi, la moyenne, ouais. Je suis pas une gold blazer, mais je suis pas non plus très, 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 très économe, là. Je me prive pas d'une journée de repos quand j'en ai besoin. Ouais, ou t'es dans un village, de profiter d'une bonne bouffe dans un restaurant ou quelque chose de même. Exact. Des fois, ça fait du bien au moral. Oui, c'est important pour le moral de se gâter une fois de temps en temps. Oui, 100% d'accord. Guillaume demandait quels seraient les 3 meilleurs conseils, absolument toutes catégories confondues, que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de le faire. Ouh, ça, c'est une bonne question. Ouais, je pense que tu as fait un caucus avec tes amis de la trail. Oui, on s'en est parlé. Tu sais, ça serait quoi, mettons, vos top 3 apprentissages que vous avez fait sur la trail à date? Ça serait quoi vos top 3 conseils? Le premier qui est ressorti le plus, c'est soyez patient avec vous-même. Puis ça revient à la fameuse phrase, là, hike your own hike, là, randonne ta propre randonnée. Soyez patient envers vous-même, ne vous poussez pas trop, puis c'est correct de faire des petites journées en partant. Ça, c'est primordial. Sinon, ça va casser puis vous vous rendrez pas plus loin. Fait que vraiment, c'est être patient avec soi-même. Le deuxième, préparez-vous aux conditions climatiques extrêmes. Donc, soyez sûr que vous allez probablement avoir des conditions de sentier difficiles, mélangées avec de la pluie, mélangées avec du vent, mélangées avec du temps froid ou des canicules. Fait que soyez préparés à randonner mouillé. Surtout sur l'Appalachian Trail. Fait que ça, c'est là. Peu importe les vêtements de pluie que vous allez traîner, vous allez être mouillé. Fait que se préparer à vivre mouillé. Puis le troisième que j'aurais, de pas surpréparer, de pas surplanifier. Ou si on planifie, restez flexible avec vos plans. Parce qu'un plan, c'est fait pour être déplanifié et replanifié sur l'Appalachian Trail. C'est impossible de garder un plan strict. Donc, restez flexible avec vos plans et vos horaires. Il n'y a pas d'horaire qui existe ici. Non, puis je pense que ça va avec pratiquement n'importe quelle aventure. Là. Tu sais, même si quelqu'un prévoit un voyage de « OK, je me book un billet d'avion, j'ai 2 semaines, fait qu'un billet ici, un billet là pour partir », mais c'est important de peut-être pas le booker non plus trop tête parce qu'il peut y avoir des inconvénients. Une journée de pluie que tu avances moins vite, peut-être une blessure, peu importe que si tu bookes ça trop tête, ben tu y arriveras pas. Fait que c'est là l'importance de se prévoir au moins une journée off ici et là de temps en temps pour est-ce que je vais avoir besoin de repos, est-ce que c'est un peu moi j'appelle ça le plaisir de l'aventure, c'est de jamais savoir ce qui va se passer. Mais il faut prévoir pour apprécier ce plaisir-là de l'aventure que tout peut arriver. C'est ça. En fait, se laisser le temps. Laissez-vous du temps et soyez flexible. Oui, 100%. Parfait. Ben, on arrive bientôt à la fin. Fait qu'on va y aller avec... j'ai 2 petites questions un peu plus légères. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres quand tu marches pas? Ça, c'est la question de Yannick, je pense. Salut Yannick. Oui, de Yannick. Qu'est-ce que je fais de mes temps libres quand je suis pas en train de marcher? Facile, je mange. Je mange le plus possible, je dors le plus possible, puis entre tout ça, ben je prends le temps d'écrire. En fait, je fais mes journaux de randonnée à tous les soirs que je publie sur mon blog.
Puis entre ça, quand j'ai le temps en ville, je tricote parce que bon, je suis Stitch, hein, fait qu'il faut que je continue à porter mon trail name. J'ai ma balle de laine avec mes aiguilles avec moi. Donc, je suis en train de me tricoter une belle tuque là, pour les White Mountains. Puis évidemment, je fais du social, là, on jase. On est beaucoup de sobos quand même qui se suivent. Là. Je suis comme dans une espèce de petite bulle là, d'à peu près 8-9 randonneurs qu'on se côtoie beaucoup. Fait que je prends le temps de faire du social avec eux, on jase, on échange. Puis une fois que je suis en ville, il y a la liste de tâches qui peut occuper facilement une demi-journée, là, de laver son filtreur, ravitailler sa nourriture, faire du lavage. Fait que c'est un peu la liste de choses que je fais dans mes temps libres quand je suis pas en train de marcher. C'est ça, parce que ça reste deux choses que on pense pas nécessairement par rapport... Ben en fait, tu sais, on est sur la trail, on a comme pas vraiment d'horaire, mais en même temps, il y a une certaine horreur à avoir parce que il y a un certain souci de notre équipement, de choses comme ça qu'il faut faire pour être capable de continuer. Tu sais, si tu t'entretiens pas ton équipement, ben elle t'offre pas tout le long de la trail. C'est ça. Entretenir son corps aussi, tu sais, se laver de temps en temps. C'est important. Ouais, exact. Puis, ben, tu sais, l'autre chose que tu as dit, une trail comme la Appalachian Trail, ça reste une trail sociale que, personnellement, que j'appelle, tu sais, on croise tellement de monde que c'est un peu le plaisir au travers de ça, c'est de finir la soirée des fois, puis de juste socialiser avec les autres randonneurs. Là. Exact. Puis, dernière question qui va avec exactement ce qu'on fait en ce moment. Kyle demandait, vous enregistrez vos podcasts pendant la trail? Point d'interrogation. Puis, oui. Puis, je vais te laisser, en fait, comme je dis tantôt, on va partager une photo de ton setup en ce moment. Mais oui, c'est 100% en direct de la trail. Kat est sur la trail en ce moment. Puis, on essaye de... On se parle régulièrement, puis on essaie de céduler ça par rapport à quand tu vas être là. Puis des fois, ça change parce que c'est ça un peu ça revient avec ce qu'on vient de dire. Là, la randonnée, c'est un peu ça. Des fois, on prévoit que tu vas être dans un village, que tu vas avoir du réseau à telle place, puis en fin de compte, je reçois un message de comme « Oh non, en fin de compte, je vais juste arriver demain. » Ça, oui, ça arrive. Ou comme présentement, là, je suis restée coincée au sommet d'une montagne où il y a du réseau. Fait que je dis « Bon, allons-y. » Donc, on l'a improvisé. On enregistre les podcasts pendant que je suis sur le sentier. Ouais, ça. On essaie de faire au travers notre horaire des deux, là. Fait que c'est tant moi qui est pas là des fois, qui est dans une trail quelconque, toi qui es sur la trail. Puis c'est un peu... tu sais, c'est pour ça que on a reçu quelques commentaires de comme « Ah, des fois, il y a des bruits en dehors de ce qu'on dit. » Puis on va faire avec pour l'instant parce que c'était un peu le but du podcast, c'est de te parler directement sur la trail, mais ça vient avec, il y a du monde qui vont rentrer dans le refuge où est-ce que t'es, qui vont ouvrir la porte, puis on va entendre une porte derrière, des choses comme ça. Mais personnellement, je trouve que ça fait juste plus authentique comme discussion, puis tu sais, on sent vraiment que t'es dans l'aventure. Fait que ouais, j'ai les deux pieds dedans. Exact, on fait avec. Il y aura une meilleure qualité sonore quand je serai de retour en ville dans quelques mois. Oui. Donc, ça résume pas mal le gros des questions qu'on avait eues. On fera peut-être, je dirais peut-être plus vers la fin ou après que tu sois revenu, on pourrait faire une partie 2 de tout ça. Tu sais, tu vas avoir une expérience de la trail au complet. Donc, il y a sûrement des choses que tu vas avoir dit aujourd'hui qui vont peut-être avoir évolué un peu par rapport à ce que tu vas avoir vécu. Puis il va y avoir sûrement beaucoup de questions qui vont s'ajouter aussi au travers de ça. Là. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant de faire un part 2 dans le futur là-dessus. Ah oui, une édition 2 des questions-réponses. Oui, exact. Donc, comme à l'habitude, merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-nous des reviews sur Apple, sur Spotify. Ça aide vraiment comme à pousser le podcast plus loin, qu'il y ait plus de monde qui nous entende, partager. Je sais que vous avez été déjà beaucoup à partager, puis ça a aidé extrêmement à aller rejoindre plus de monde. Je voulais aussi, on en a parlé un peu la dernière fois, on va faire un post là-dessus. Posez-nous vos questions par rapport aux blessures. On en a reçu quelques-unes, mais on aimerait ça en avoir plus. Donc, les blessures, la préparation physique, c'est vraiment un sujet qu'on veut apporter, puis que
personnellement, les deux en tant que randonneurs, on s'est fait souvent demander de « Hey, qu'est-ce que tu fais pour te préparer à une randonnée comme ça? » Donc, envoyez-nous tout ça, que ça soit sur nos réseaux sociaux, Spotify, etc. là. Ouais, n'hésitez pas à interagir avec nos réseaux sociaux, là, page Facebook, Instagram. Envoyez-nous vos messages, votre feedback, vos échos à vous. Puis ça va nous faire plaisir là, d'y répondre dans les prochains épisodes. Oui, exactement. Puis comme on dit, allez sur nos réseaux sociaux. Fait que Écho de montagne, on se trouve sur Instagram, Facebook, puis après ça, ben Spotify, Apple, Amazon, on est là-dessus. Sinon, ben il y a nos réseaux personnels, donc Alex Godard puis Catherine Turgy, vous êtes capable de nous trouver un peu partout avec ça. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Alex, pour toutes les questions que tu as pu collecter cette semaine. Puis on se reparle quelque part ailleurs dans les montagnes. Ouais, bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Oui, merci Kat. Bye là. Ciao!